Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Il y a plus d'un an, un sommet virtuel a été organisé avec succès pour commémorer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et les pays d'Asie centrale, où les chefs d'État ont exprimé leur détermination à construire une communauté de destin Chine-Asie centrale plus étroite. Cette année, les travaux du sommet Chine-Asie centrale se tiennent en présentiel du 18 au 19 mai dans la ville chinoise de Xi'an. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet et quelles sont les perspectives des relations bilatérales Chine-Asie centrale? On en parle avec notre invité. Prise directe. L'invité. Aujourd'hui, j'accueille M. Xu Tiebing, professeur des relations internationales à l'Université de communication de Chine. Bonjour, M. Xu Tiebing. Bonjour. D'abord, comment évaluez-vous les résultats de la coopération entre la Chine et l'Asie centrale dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route? Il y a exactement 10 ans, le président Xi Jinping a lancé l'initiative La ceinture et la route exactement à Kazakhstan. Maintenant, il est clair de voir les résultats. Je pense que ça touche plusieurs secteurs. On peut dire que, grosso modo, c'est que la coopération bilatérale entrait dans la version 2,0. C'est-à-dire qu'au début, plutôt c'est la coopération classique, notamment dans le domaine énergie et industrie. Et maintenant, c'est que 10 ans après, ce qu'on a vu les résultats, ce qui me paraît à mes yeux surtout, c'est la formation et le fonctionnement de la chaîne de production entre plusieurs parties. Et deuxième, ça c'est très très important, et ça va encore continuer, c'est aussi l'émergence d'un corridor non seulement entre la Chine, l'Asie centrale, la Russie, mais aussi vers l'Iran, vers la Turquie. Donc ce qui est très significatif, c'est que l'Asie centrale commence à sortir de son état géographique, comme on dit, c'est located inland, c'est-à-dire de terre d'enclave, et devient le nœud de connecter, le nœud de communication entre plusieurs sous-régions. Enfin, c'est que dans le domaine l'infrastructure, maintenant, non seulement, je dirais, il y a le classique, la route, le pont, le tunnel, mais aussi, c'est surtout la nouvelle infrastructure, notamment communication, le 5G communication ou d'autres facteurs nouveaux. C'est là qu'on voit un avenir plus brillant. D'accord. En 2022, le volume du commerce bilatéral entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale ont dépassé 70 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 40% sur un an. Au cours du premier trimestre de cette année, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a grimpé de 22% en glissement annuel. Selon vous, quels sont les facteurs contribuant à ces croissances? Là, les chiffres sont impressionnants, mais il faut voir, il y en a certains facteurs un peu non ordinaires. D'un côté, bien sûr, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui a donné bien sûr une marge plus grande pour l'exportation énergétique de l'Asie centrale, et dont la Chine a grandement besoin. Et que deuxième, moi je pense plutôt, c'est très important, c'est que la diversification des énergies, que ce soit l'approvisionnement ou les produits affinés entre la Chine et l'Asie centrale, commence à donner ses effets positifs. On sait par exemple que même la Turkménistan, Ouzbékistan ont acheminé plusieurs oléoducs qui, d'un côté, je dirais, exportent vers la Chine et d'autre part, il y en a de plus en plus connectés
avec l'Iran, avec la Turquie. Donc, ce sont des facteurs plus importants, fondamentaux, et qu'avec le temps, que cette perspective d'augmentation entre les deux régions va encore augmenter. Ce qui reflétait un autre point, je pense, plus important pour la stabilité et le développement approfondi entre la région, c'est que le déploiement, le dispositif des industries entre la Chine, l'Asie centrale, la Russie et toute la sous-région, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, va se consolider. C'est là que je pense que c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, l'Asie centrale n'est plus seulement le lieu de production, comme je dirais, c'est le nœud de communication, non seulement avec l'énergie, mais aussi avec d'autres produits industrialisés et informatisés. C'est un clé pour le développement de cette région-là. Ok. D'après vous, quelle importance revêt le sommet Chine-Asie centrale et quelles sont les perspectives de la communauté de destin entre les deux parties? Il y a grosso modo plus de 30 ans que les 5 pays d'Asie centrale ont pris leur indépendance. Avec le temps, ce qu'on a vu, une évolution pas si facile, mais relativement stable. Maintenant, on peut dire grosso modo, ce sont les deuxième ou troisième générations de leaders qui tiennent le pouvoir dans l'Asie centrale. C'est qu'au début, c'est qu'on a vu, il y a certains moments assez difficiles de transition, notamment avec, comme on le sait, les trois forces extrêmes, l'apparition, c'est-à-dire le terrorisme, le séparatisme, mais aussi les ultra-religieux, qui a agité, qui a, disons, semé pas mal de troubles dans la région. Vous avez plusieurs, je dirais, tentatives de, je dirais, agitation de couleurs, si vous voulez. Mais maintenant, grosso modo, on peut diviser, disons, les pays en deux groupes. L'un relativement stable, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan, et d'autres, je pense notamment Tadjikistan et Kirghizistan, qui ont plus ou moins passé certaines périodes assez difficiles. Et maintenant, je pense, avec normalisation et la consolidation des relations avec les pays voisins, dont la Chine, c'est que l'Asie centrale est entrée dans une période, je dirais, de stabilité et de développement. Bien sûr, dans les relations bilatérales avec la Chine, ce que le sommet signifie la promotion du rang, ce qui signifie institutionnalisation de coopération bilatérale et sous-régionale. Et enfin, moi, je pense que c'est que après la résolution de disputes territoriales héritières de la période Chine soviétique, c'est que les relations bilatérales, d'un côté la Chine, de l'autre côté l'Asie centrale, non plus normalisées, mais se fonctionnaient notamment dans d'autres domaines qu'on a mentionnés tout à l'heure, la lutte commune contre les trois forces extrêmes, mais je pense, comme le président Kazakhstan, Ouzbékistan avait bien dit, maintenant on entrait aussi dans, je dirais, la lutte de dépaupérisation, c'est-à-dire éradication de la pauvreté absolue, la lutte en permanence contre la désertification, c'est-à-dire plantation, changement climatique, dans le domaine écologie. Enfin, je pense qu'il y aurait encore la continuité d'une certaine développement, expansion de réseaux ferroviaires dans un notable, non seulement entre la Chine et l'Asie centrale, mais entre l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et la Turquie, c'est-à-dire toute la sous-région élargie. Ce serait le domaine, je dirais, de focalisation de coopération entre les deux parties.
Monsieur Xu Tiebing, je vous remercie de nous avoir partagé vos analyses. C'est ainsi que prend fin cette édition de Presse Direct. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.